Encore un voyage qui nous a fait rêver. L'Argentina, nom qui rime avec tango, Maradona, gaucho de la Pampa, la terre de feu, les glaciers, le vin, les empanadas et les steaks géants. Le départ est programmé en ce mois de novembre 2015 et si vous en avez envie, on vous y emmène. Nous allons successivement partir en terre de feu, à Ushuaia, surnommé par les Argentins le bout du monde, et naviguer sur le canal de Beagle pour observer les cormorans royaux et les lions de mer. Puis d'un coup d'aile, nous nous laisserons prendre par la fascination devant le glacier Perito Moreno et frissonner à la vue et au bruit d'un bloc gigantesque se décrochant du glacier, aussitôt englouti par les eaux bleues du lac. Au nord-est, nous en prendrons plein la vue aux chutes d'Iguazu, spectacle impressionnant aux confins de l'Argentine, du Brésil et du Paraguay. Puis d'un coup d'avion, nous découvrirons les merveilles géologiques des canyons des Andes argentines, palettes de couleurs à fleurs de roche, hauts plateaux, cheminées de fées. Et nous terminerons par Buenos Aires, où nous vibrerons au rythme d'un tango. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti, on y va. Nous voilà donc en Patagonie, et au bout, il y a la Terre de Feu, et au bout de la Terre de Feu, il y a Ushuaia, pointe de la cordillère des Andes et du continent, mais aussi porte d'entrée vers l'Antarctique et le pôle Sud. L'origine du nom Terre de Feu remonte à l'époque de Magellan qui, lorsqu'il arriva en 1520, vit des feux de camp allumés par les Yamanas qui vivaient nus. Enfin, c'est la légende. Balayé par le vent, l'endroit donne l'impression d'un dernier morceau de terre avant l'inconnu. Pas de chemin ni route, sauf la Panaméenne, qui se termine là depuis l'Alaska. Ici, on a fréquemment les 4 saisons dans la journée. Le parc national de la Terre de Feu est un endroit certes vanté, mais tranquille et pur, encore préservé de toute influence humaine. Les arbres coupés le long de la route sont le résultat du travail de bagnards. Ça donne un petit côté fantastique au paysage. Là, il y a le mont Condor, 950 mètres. Au-delà, au-dessus, c'est le Chili. Et de la ligne en dessous de la neige, c'est Argentine. En 1946, la marine importe 25 couples de castors pour le commerce de la fourrure. Une catastrophe. Aujourd'hui, plus de 100 000 castors sont responsables de dégâts considérables. Forêts décimées, rivières détournées, inondations, destruction de routes. On cherche aujourd'hui à les exterminer car la fourrure n'est pas de qualité. À la baie de la Pattaya, on rencontre, et c'est le seul endroit en Argentine, la forêt australe, la montagne et la mer. La route 3 aboutit à un cul-de-sac. C'est la fin de la Panaméenne. L'Alaska est à 12 000 km et Paris à 13 292. À ce stade de la visite, on peut se poser la question, faut-il venir à Ushuaia? Honnêtement, la principale raison, c'est le fun de pouvoir dire « Tu sais, quand j'étais à Ushuaia au bout du monde » et avoir un beau tampon sur son passeport.
Ceci étant, on y mange bien. On mange de la viande. Donc ça c'est pour 4. Et l'excursion sur le canal de Beagle, qui porte le nom du bateau de Charles Darwin, va nous mener successivement aux îles Bridge, du nom du premier anglais venu vivre avec les Indiens, l'île de Los Pajaros avec ses centaines de cormorans royaux au cou blanc et cormorans Magellan au cou noir, l'île de Los Lobos, refuge pour une colonie de lions de mer. Enfin, l'île des éclaireurs qui porte le phare du même nom, que l'on croirait tout droit sorti d'un roman de Jules Verne. L'accouchement, la mère, la femelle, elle porte un seul bébé dans chaque accouchement. Et c'est un animal qui pèse environ, les femelles, 150 kg et les mâles de 300 à 350 kg. Il n'y a pas beaucoup de mâles, c'est plutôt des femelles et des petits et des adolescents. En juillet 1930, un paquebot allemand, le Monte Cervantes, quitta Ushuaia. Une demi-heure après, il s'échoua sur les rochers dans le canal de Beagle et sombra lentement. Les 1200 passagers et les 350 membres d'équipage furent sauvés en grimpant dans les chaloupes. Seul le capitaine resta à bord et périt avec son navire. L'arrivée de si nombreux naufragés posa de gros problèmes de logistique à la petite ville. Un grand nombre d'entre eux trouvèrent refuge dans la prison. Le paquebot fut affublé par les médias du nom de Titanic des mers du Sud. Ça va, il y a du vent un peu ? Voilà, il est temps de partir pour la province de Santa Cruz, partie australe de la Patagonie, terre de feu mise à part. Peu de vie humaine, immensité des terres vierges, hostilité du climat, l'histoire n'a retenu que le nom de l'explorateur Francisco Moreno, qui a donné son nom au fabuleux glacier d'El Calafate que nous allons maintenant rejoindre. Après une heure de vol, nous approchons d'El Calafate, et déjà nous apercevons le fleuve Santa Cruz, ayant pour origine le lac Argentino, dont nous aurons l'occasion de reparler. Au pied de la cordillère des Andes, El Calafate est avant tout une ville-étape. Au cœur d'une pampa venteuse, son nom lui vient d'un arbuste à fleurs jaunes et baies noires proche de la myrtille très répandue dans la région. On en fait d'ailleurs d'excellentes confitures. La ville est horizontale, quadrillée comme toutes les villes nouvelles de Patagonie, avec des constructions basses souvent en rondins de bois. Il y a des petits restos sympas, des bars et une ambiance décontractée. Une étape agréable, quoi. Avec cette vue sur les sommets en face de notre chambre, il y a tout ce qu'il faut pour commencer à rêver à de futures merveilles de la nature. On voit le paysage typique de la Patagonie, ça c'est les steppes patagoniennes. Nous nous dirigeons vers le parc national des glaciers.
À 50 km d'El Calafate, ce parc est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. S'étendant sur 350 km du nord au sud et large de 50 km, il couvre une surface de 600 000 hectares. Il englobe les sommets mythiques du Fitzroy et du Cerro Torre. Tous les glaciers, Perito Moreno, Uppsala, Viedma, ne sont que les terminaisons d'un immense glacier de 10 000 km², à cheval entre l'Argentine et le Chili, la frontière faisant l'objet de querelles incessantes. Ce champ de glace, sud de Patagonie, en fait la plus vaste calotte glaciaire continentale du globe. Le climat humide et neigeux en altitude explique le fait que le glacier Perito Moreno soit en légère progression, le fameux barrage de glace le montrant d'une façon spectaculaire. Voilà la paroi nord. Voilà donc le glacier Perito Moreno. C'est l'un des clous de notre voyage. Véritable monstre de 14 km de longueur sur 4 km de large, il culmine à 50-60 mètres au-dessus du niveau du lac et à peu près le double en dessous. Difficile d'être insensible à cette majestueuse beauté. On l'aperçoit de loin et dès le premier tête-à-tête, il en impose. Classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, c'est l'un des glaciers les plus vivants du monde, une vraie force de la nature. C'est d'ailleurs l'un des seuls de la région à gagner de l'espace près de 2 mètres par jour. La glace se forme en haut des montagnes, à 2000 mètres d'altitude, puis descend peu à peu en épousant les reliefs des versants, ce qui explique les nombreux pics acérés et cassés qui témoignent de la vie du glacier. L'eau qui s'écoule en permanence sous la glace contribue à son déplacement. Il grince, il craque, il gronde, il résonne. Le moindre bloc qui s'en détache sous une formidable poussée s'effondre avec fracas. Le bruit se répercute contre les montagnes et résonne à l'infini. La glace tombée forme un petit iceberg qui part à la dérive, et le glacier reprend ses grincements et craquements. Lorsque le pan de glace est important, il peut, en tombant dans l'eau, provoquer un mini-tsunami qui recouvre alors les rives de plusieurs dizaines de mètres. Les chutes de blocs sont fréquentes. On pourrait passer des heures à l'observer sans s'en lasser. En outre, il est très rare de voir un glacier de si près et à si basse altitude dans un paysage de vallées boisées. Dans l'hémisphère nord, en Alaska par exemple, il faut monter à plus de 3000 mètres d'altitude pour admirer un tel phénomène.
Ce matin, départ pour une estancia dans la vallée au pied du Cerros Frias. Après avoir traversé en 4x4 un bout de plaine, nous commençons à grimper sur une piste sinueuse, abrupte et parfois difficile. Après 30 minutes de piste, nous avons déjà une vue magnifique sur le lac Argentino, Torres del Paine et la vallée de Centinela. Une petite ferme ici, c'est 12 000 hectares, et une grande 110 000. Rencontre avec des chevaux vivant en semi-liberté. Disons là, il commençait à en avoir trop. Et au fond, vous voyez la tête d'un Wanaco sur la colline. Oui, Et des Wanako. Eh ben, c'est absolument fabuleux. Alors parlons-en de ce lac Argentino. Renommé, comme on l'a vu, pour les glaciers impressionnants plongeant directement dans ses eaux, il est alimenté par les précipitations abondantes de la cordillère des Andes. C'est le plus grand et le plus austral des lacs de Patagonie argentine. Situé à 187 mètres d'altitude, il couvre 1415 km² avec une profondeur moyenne de 150 mètres, parfois 500. Un réservoir de 220 milliards de mètres cubes. En fondant dans l'eau, les blocs de glace confèrent aux eaux du lac une couleur bleu laiteux caractéristique que les Argentins nomment la crème du glacier. On voit qu'il y a de l'eau qui passe ici. Hein. Ouais. Là, le jour il pleut, là, ça passe pas. Ah, non. Bien vu, et même quand il pleut pas, on s'enlise. Et il y en a même d'autres qui vont s'enliser aussi. Bon, tout ça, ça donne faim, et pas de chance, aujourd'hui, c'est disette, le plat, c'est pour 4. Après avoir chaleureusement remercié Fernande, nous partons maintenant pour Iguazu et découvrir une des 7 nouvelles merveilles de la nature, une des chutes d'eau parmi les plus spectaculaires de la planète. Nous
voilà donc cette fois au nord-est de l'Argentine, à la frontière entre l'Argentine, le Brésil et le Paraguay. Nous allons y découvrir les chutes d'Iguazu, nom qui signifie Grand Eau en langue guarani. Grand Eau, c'est un bel euphémisme. Plus de 200 chutes se pressent ici sur un front de 2,7 km, dévalant au cœur d'une végétation tropicale. Les cascades étagées se jettent les unes dans les autres, tantôt en minces filets d'eau, tantôt en immenses cataractes, déversant des centaines de mètres cubes d'eau à la seconde dans un grondement assourdissant. Aucun endroit au monde, pas même Niagara ou le Zambèze, n'impressionne autant par cette puissance. Nous sommes du côté argentin des chutes qui représentent 80%. La saison des pluies a commencé et si le débit moyen des chutes est de 1600 m3 par seconde, nous serons aujourd'hui autour de 4500 m3 par seconde. Alors imaginez la crue de 2014 avec 47 000 m3 par seconde entraînant la destruction de l'ensemble des passerelles. Le fleuve Iguazu, qui vient de parcourir 1320 km, s'élargit sur 500, 1000, 1500 mètres de large en approche du parc national. Et voilà qu'il forme une boucle, un U ample encombré d'îlots. Les eaux s'y divisent avant de buter sur une abrupte faille géologique. Une passerelle étirée sur 2 km nous mène aux gorges du Diable. Spectacle époustouflant. Je vous laisse découvrir. Maintenant que nous sommes au calme, je vais quand même vous expliquer comment sont nées ces chutes. Cette région était habitée par des Indiens Guaranis. Il y a bien longtemps, une belle jeune fille nommée Nepu fut promise en mariage à un dieu profondément épris d'elle. Mais Nepu aimait un autre homme, un simple mortel, et tous deux essayèrent de s'enfuir en canoë sur le rio Iguazu. Furieux, le dieu créa les chutes pour arrêter la fuite de ses amants maudits. Et tout ça pour notre plus grand plaisir, vous ne trouvez pas? Et regardez ce bateau, ça vous fait pas envie? Allez, on descend à l'embarcadère, venez avec nous. Et tu crois vraiment que tu vas t'en sortir avec ça, Manono?
Bon, ça c'est fait. Après une bonne nuit mise à profit pour sécher un peu, on reste dans l'ambiance humide ce matin avec une bonne pluie tropicale qui va quelque peu perturber la visite du parc aux oiseaux du côté brésilien des chutes. Ce parc ornithologique aménagé sur 5 hectares en pleine forêt tropicale est peuplé d'oiseaux colorés. Le fait de pouvoir les approcher, on entre à l'intérieur de grandes volières, rend la balade bien sympathique. On croise des myriades de toucans, des aras de toutes les couleurs, des nandous, des colibris, des vautours, des aigles, des ibis rouges, des flamants roses. Plus de 1000 oiseaux tropicaux en tout, presque impossible à voir en liberté. Et même sous la pluie, les oiseaux nous ont accueillis avec plaisir. Une balade pleine de surprises dans un cadre presque naturel. Et si nous allions découvrir les chutes du côté brésilien? On se pose souvent la question, où c'est qu'on était hier? Hier en Argentine, on était en face. La frontière elle est formée par la rivière, toujours. Et le Brésil, il y a juste 20% des chutes. Ça, c'est la gorge du diable. Alors de ce côté que c'est pas représenté, nous avons 80% des chutes.
Impressionnant, non? Si vous le voulez bien, on casse la croûte et on va voir les chutes d'en haut. Voilà ce que l'on pouvait voir de ce joyau naturel, fascinant de beauté. Il ne nous reste plus qu'à remercier Thierry pour toutes ses explications. Et déjà, notre programme nous ramène à l'aéroport. Loin des pluies tropicales, nous partons pour Salta, au nord-ouest argentin, sur les hauts plateaux de la cordillère des Andes. Avec un dernier clin d'œil aux chutes en passant. Envol donc pour Salta avec un détournement sanitaire qui nous fera arriver très tard au restaurant. L'estomac dans les talons, retour aux excellents empanadas et au bif de lomo. Amis végétariens, il est vrai qu'ici vous allez mourir d'anorexie. Le légume, c'est pour la déco. Oui, bien nous aussi on sait faire, même si ça ressemble plus à la bourreau auvergnat. Nous sommes donc à Salta, à l'extrême nord-ouest de l'Argentine, et nous prenons la route du nord vers les hauts plateaux menant en Bolivie et au Chili, et surtout à la superbe quebrada de Humahuaca, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette région est dotée de paysages extraordinaires. Pays de gaucho, on passe des montagnes arides et multicolores aux plaines couvertes de cactus, ou aux phénomènes géologiques à fleurs de roche vieux de centaines de millions d'années, aux déserts de terre rouge ou aux vallées fertiles à la végétation luxuriante.
La route suit le Rio Grande, aujourd'hui quasi sec, mais qui arrache régulièrement la route lors des pluies tropicales. Délaissant le Rio Grande, nous arrivons à Purmamarca, qui signifie en quechua « lieu de terre vierge ». Enserrés dans un défilé rocheux, nous découvrons la montagne aux 7 couleurs, aux tonalités changeantes, mauve, beige, vert, rose des sables et terre de ciel. Comment résister à l'appel de la beauté de ces paysages? Le passage du Colorado est une boucle de 3 km qui a de quoi ravir les cinéastes les plus exigeants. D'ailleurs, vous trouverez bien dans ces images quelques-unes de celles qui illustrent l'Argentine dans le métro parisien. Although she's dressed up to the nines, at 6s and 7s with you. I had to let it happen, I had to change, couldn't stay on my life down at here, looking out of the window, staying out of the sun. So I chose freedom, running around, trying everything new, but nothing impressed me at all. I never expected it to. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. Et là, si vous regardez la partie de droite, on dirait une femme indienne qui marche avec son enfant dans le dos. Don't keep your distance. And as for fortune, and as for fame, I never invited them in. Though it seemed to the world they were all I desired. They are illusions, they're not the solutions they promised to be. The answer was here all the time. I love you and hope you love me. Don't cry for me, Argentina. Avant d'arriver à Tilcara, une petite halte au village de Memara nous permet d'admirer la palette du peintre, là où la montagne au flanc rocailleux porte les stigmates de l'évolution géologique. Don't keep your distance. Is Nous sommes à Tilcara, à 2465 mètres d'altitude. À l'écart de la Panaméenne, ce village mérite une halte, notamment pour sa pucara, forteresse de l'époque Inca, construite au sommet de la colline. Cette forteresse de l'époque précolombienne a été restaurée par des archéologues de l'Université de Buenos Aires
Elles forment un ensemble d'habitations en pierre. Tout a été reconstitué avec précision. Les poutres des maisons sont en bois de cactus, les toits en pierre, couverts d'une sorte de torchis, argile et paille. Une superbe balade dans la nature parmi les cactus et une remontée dans l'histoire précolombienne. Et pour reconstituer ce village, comment l'a-t-on retrouvé? Grâce au cactus. Une fleur de cactus, c'est 80 000 graines, dont une seule est fertile, et seulement si elle est fécondée, en passant dans un estomac. Les cactus ont donc poussé là où il y avait des toilettes. Retour à Salta en passant devant cette superbe palette de peinture. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la fête là ce soir? Non, mais c'est toujours comme ça, là, ça y est, c'est les vacances, c'est l'été. Ouais. Et puis même si c'est pas l'été, c'est toujours comme ça, hein, à partir de 5 h, les gens sortent. Hein. Parce que les commerces ouvrent à 5 h et ferment à 22 h. La cathédrale de Salta de la fin du 19e siècle, richement décorée, avec notamment le très baroque autel central doré, avec de part et d'autre les chapelles abritant les statues du Christ et de la Vierge du Miracle, qui paradent en procession chaque année dans les rues de la cité. En effet, alors qu'en 1692, Salta est violemment secoué par des tremblements de terre, le prêtre a une révélation qui lui conseille de mener en procession les images sacrées du Christ et de la Vierge conservées dans la cathédrale. Aussitôt dit, aussitôt fait, et les répliques cessèrent. La Vierge en eut même quelques larmes. Depuis chaque année donc, en septembre, on fête le miracle par une grande procession. Ce matin, départ pour les vallées calchaquiaises menant de Salta à Calchi via Cafayate. Nous voilà déjà à Alemanya, à l'entrée de la Quebradas de la Conchas. L'amphithéâtre, une des formations les plus étonnantes. Il s'agit bien de pénétrer au cœur de la pierre, un ancien lac interne à creuser à cet endroit, une vaste cuvette toute ronde dans laquelle on entre par le fond. Le vent continue d'en éroder les parois et d'agrandir cet ensemble où l'on se sent comme au centre du monde. Si me has dejado el alma, arena seco y sediento, mi corazón se desangra. Ay, un cuchillo me has clavado, muy profunda la herida, pero está mi mala suerte que me dejaste con vida.
Nous serons désormais au cœur de paysages époustouflants, ayant souvent servi de cadre de tournage de films mythiques, comme celui-ci. Y a-t-il un chemin pour descendre? Eh bien c'était là, on croirait rencontrer Ben-Hur. Found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. Sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Supposed to be some bad cats out in the west, but when they dug me. Nous sommes à Cafayate, adossé au contrefort de la Cordillère, à 1660 mètres d'altitude. Le travail de l'homme a réussi à y faire pousser des vignes et à élever de bons vins sur de hautes terres qui a priori semblaient davantage destinées à l'élevage. Nous allons y goûter ces vins. On s'est servi du bord de cette grande chaîne qui est là en premier plan.
ça là. Et derrière il y a un canyon. Et toutes les scènes du trucage, du montage du film ont été tournées derrière. Enfin, il s'est servi de support. à Kashi. Voilà le Nevado de Kashi, 6383 mètres. Après une courte étape à Kashi, nous reprenons notre circuit de retour vers Salta. Une longue route droite, la Recta Tintin, traverse cette zone désertique sur 14 km au cœur du parc national de Los Cardenes, du nom de la variété de cactus candélabre que nous allons voir maintenant. Puis, à 2400 mètres, spectacle étonnant que ce plateau sec, aride et venteux, avec peu de végétation. La route va monter lentement pour arriver au col de Pietra El Molino, à 3348 mètres, marqué par une petite chapelle.
Pour terminer, un sympathique repas asado argentin, invitation au plaisir qui commence avec l'idée de se rassembler, excuse gourmande pour se raconter des anecdotes autour d'un plat énorme qui déborde de, devinez quoi? Eh bien d'une viande de bœuf délicieuse qui a toujours un goût de reviens-y. On ne quittera pas Salta sans visiter l'église du couvent San Francisco, qui abrite la seule statue en Amérique du Sud de la Sainte Vierge enceinte. Un grand merci à Patrick, qui a vraiment tout donné pour nous faire découvrir sa belle région et pour toutes ses explications sur la formation de la cordillère des Andes. Bon. Heureusement qu'on a échappé à l'interro écrite. Notre avion est à l'heure pour une dernière étape à Buenos Aires. Il faut reconnaître que Buenos Aires nous aura plutôt servi de point de transit plutôt que lieu de visite, certains prétendant que la ville ne présente pas un grand intérêt touristique. À notre arrivée, visite reposante dans le quartier du Tigre, surnommé la Venise de Buenos Aires. À 30 km au nord s'étend un immense delta fluvial, dompté par la main de l'homme, autrefois repère d'un félin redoutable, le jaguar. Fruit de la confluence du Rio Paraná et du grand Rio de la Plata, le delta a engendré un incroyable labyrinthe de voies d'eau et de canaux, serpentant au cœur d'une multitude d'îles et d'îlots. Les arbres poussent sur des rives verdoyantes, les saules pleureurs trempent leurs feuilles dans une eau marron, et celle-ci n'est absolument pas polluée, sa couleur repose tout simplement sur une terre ferrugineuse. Le delta est peuplé d'une campagne résidentielle aquatique, nichée dans une végétation luxuriante, constituée de kyriales de maisons, villas, résidences secondaires, certaines sans prétention et d'autres très luxueuses. Les heureux propriétaires accèdent à leur demeure en vedette, les promeneurs circulent en bateau-bus. À Tigre, on ne marche pas, on glisse sur l'eau, on ne roule pas, on navigue. On remonte les chéneaux en bateau jusqu'au ponton en bois précédant les maisons, enfouies dans la verdure. Le week-end, les porteños y affluent en famille. Le café Tortoni a été inauguré en 1858 par un Français appelé Touhan. Lieu de rencontre de l'aristocratie puis des arts et lettres, l'endroit vit aussi passer des figures politiques ou internationales comme Carlos Gardel, Fangio, Albert Einstein ou Juan Carlos d'Espagne. Le café conserve la décoration de ses premières années. Sculpture de 23 mètres de haut d'Édouard Catalano, place des Nations Unies, inaugurée en 2002, la sculpture a été conçue pour tourner, fermer ses pétales dans la soirée et les ouvrir le matin. Le cimetière de la Recoleta, dessiné par le français Catelin, a été ouvert en 1822. Un véritable petit village qui abrite dans de somptueux caveaux les dépouilles des personnes célèbres issues des grandes familles de Buenos Aires. Inutile de dire que la sépulture la plus visitée est celle d'Eva Perón. Dans le quartier de la Boca, Caminito,
Cette ancienne voie de garage, devenue l'une des rues les plus célèbres de Buenos Aires, et recèle sans doute la plus grosse concentration de touristes au mètre carré. Dans les années 1920, elle inspira un tango nommé Caminito. Dans les années 70, les habitants de ce quartier pauvre, coloré et gai reçurent l'autorisation de la municipalité de montrer leurs œuvres dans la rue. Ainsi, Caminito devint une sorte de mini-Montmartre dans la journée. Les anciennes maisons de tôle grise sont couvertes de couleurs vives, rose, vert, jaune, bleu. Les maisons sont régulièrement ripollinées et le quartier s'anime tout en conservant sa structure quasi villageoise. Voilà, c'est ici que se termine notre périple et nous remercions chaleureusement Caroline et Alfredo qu'on a fait lever très tôt ou coucher très tard à plusieurs reprises à Buenos Aires. Et en Argentine, particulièrement à Buenos Aires, dans ce quartier Caminito, tout se termine par un tango argentin. Un grand merci à tous les participants à ce voyage. La courtoisie, la convivialité, la ponctualité qui ont régné pendant tout le circuit ont contribué largement à la réussite de ce périple.